Russell Collier avait bâti sa vie brique par brique, à la dure, après que son père eut abandonné la famille quand il avait 12 ans, et que sa mère fut décédée 3 ans plus tard d'un cancer qu'il n'avait pas les moyens de traiter correctement. Il avait appris que le monde ne vous offrait rien sur un plateau, il avait travaillé dans la construction pendant le lycée, obtenu son GED en cours du soir, puis gratté suffisamment d'argent pour aller au collège communautaire. À 35 ans, il possédait une petite entreprise d'aménagement paysager prospère à Asheville, en Caroline du Nord, 3 camions, 8 employés, et une réputation pour un travail de qualité qui valait plus que n'importe quelle publicité. Sa fille chérie était tout pour lui. Elle avait les yeux sombres et le sourire rapide de sa mère, bien qu'Anna soit partie depuis 6 ans maintenant. Emportée par un conducteur ivre sur l'autoroute 40, Chérie avait 19 ans. En 2e année à l'université locale, étudiant les sciences environnementales, elle voulait améliorer le monde. Elle le lui avait dit un jour pendant qu'ils plantaient des arbres ensemble dans le jardin d'un client. Elle faisait cela depuis ses 8 ans, l'aidant les week-ends, se salissant les ongles pendant qu'il lui apprenait les différentes espèces et la composition du sol. « Tu sais ce qui rend un chêne fort ?» lui avait-il demandé à l'époque. « Des racines profondes ?» avait-elle répondu, ses petites mains tassant la terre autour d'un jeune arbre. « C'est exact. Et toi aussi, tu en as, ma petite, n'oublie pas ça. » Elle ne l'avait pas oublié, même après avoir perdu sa mère, même pendant les années d'adolescence qui auraient pu la briser. Chérie était restée concentrée. Elle travaillait à temps partiel dans un café du campus, maintenait de bonnes notes et appelait Russell tous les dimanches de soir sans faute. Elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Elle avait mentionné le mois dernier un gars de son cours de biologie, mais elle était restée vague sur les détails. Russell n'avait pas insisté. Elle avait 19 ans. Elle devait apprendre à se débrouiller seule. Ce mardi d'octobre avait commencé comme n'importe quel autre. Russell était sur un chantier dans le quartier historique de Montford, supervisant son équipe qui installait un mur de soutènement en pierre pour un couple de retraités récemment arrivés de Floride. Le temps était parfait, l'air automnal vif. Les feuilles commençaient juste à changer de couleur. Il vérifiait son téléphone pour la 3e fois cet après-midi-là, attendant une réponse de Chérie à son message sur le dîner du week-end, quand un nouveau message apparut, pas du numéro de Chérie, mais d'un qu'il ne connaissait pas. Pourtant, quelque chose lui serra l'estomac, il l'ouvrit, la première photo chargea lentement sur la connexion cellulaire. Quand elle apparut pleinement, le téléphone de Russell faillit lui glisser des mains, le visage de Chérie, ou ce qu'il en reconnaissait, son œil gauche était enflé, complètement fermé, une grotesque baudruche violette, sa lèvre était fendue, incrustée de sang séché, il y avait des marques de doigts, des vraies marques de doigts, bleuies sur sa gorge, sa vision se rétrécit, comme dans un tunnel. Son contremaître Bobby l'appelait par son nom. Mais Russell n'entendait rien, sauf le rugissement dans ses oreilles. Il fit défiler, il y avait 3 autres photos, chacune pire que la précédente. Chérie inconsciente sur un sol carrelé, la chemise de Chérie déchirée. Des preuves de violence qui firent trembler les mains de Russell au point qu'il dut agripper le téléphone à 2 mains, puis vint le message texte lui-même. « Ta fille a dit non à la mauvaise personne. Mon père est le chef de la police. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Suivi de « rapport », Russell le lut 3 fois, 4, 5, chaque fois, les mots se gravèrent plus profondément dans son cerveau. « Patrono, Russell ». La main de Bobby sur son épaule le ramena partiellement à la réalité. « Ça va ? Tu as l'air sur le point de t'évanouir. Où est l'hôpital le plus proche de l'université ?» La voix de Russell sortit plate, presque robotique. « Memorial Mission. » Je crois. Mais Russell courait déjà vers son camion. Il appela le numéro de Chérie en dérapant hors de l'allée, projetant du gravier, directement sur messagerie. Il appela 3 fois de plus pendant le trajet de 15 minutes qu'il fit en 8. Rien, la salle des urgences était un chaos. La saison de la grippe avait commencé tôt. Un accident de construction sur l'I-26 avait amené plusieurs cas de traumatisme. Russell se fraya un chemin jusqu'au bureau des admissions, à peine cohérent en décrivant sa fille, montrant les photos sur son téléphone. L'expression de l'infirmière passa de l'agacement à l'horreur quand elle vit les images. « Monsieur, savez-vous qui ? Juste dites-moi si elle est ici. » 5 minutes de vérification. Puis, « Nous n'avons personne de ce nom admise. Avez-vous essayé son dortoir ?» Russell était déjà parti. Le garde de sécurité du campus aux résidences Hall de Chérie le connaissait. Il était venu assez souvent pour l'aider à transporter des affaires, lui apporter des courses quand elle était trop occupée, mais le jeune, peut-être 22 ans, semblait nerveux quand Russell exigea d'être conduit à sa chambre. « Monsieur, je dois appeler pour sa scie. Ma fille pourrait être en train de mourir dans sa chambre. »
Et vous vous inquiétez pour le protocole ?» La voix de Russell était calme, ce qui la rendait d'une certaine façon plus terrifiante que s'il avait crié « Vous pouvez appeler qui vous voulez » après avoir ouvert cette porte. Sherry n'était pas dans sa chambre. Sa colocataire, une petite fille nommée Jill, qui semblait sur le point d'éclater en larmes, dit que Sherry n'était pas rentrée depuis la veille au matin. Elle a dit qu'elle rencontrait quelqu'un pour déjeuner, le gars qu'elle voyait, Troy quelque chose, je ne connais pas son nom de famille. À quoi ressemble-t-il? Grande, blonde, toujours habillée avec des vêtements qui ont l'air chers, conduit une BMW noire. Je l'ai rencontré une seule fois. Elle hésita, il semblait se croire supérieur à tout le monde. Vous savez, Russell nota tout ce que Jill pouvait lui dire, ce qui n'était pas grand-chose. Troy était dans le cours de biologie de Sherry. Il était plus âgé, peut-être 23 ou 24 ans. Son père était un gros bonnet. Sherry l'avait mentionné une fois, mais elle en était excitée, comme si c'était impressionnant. Russell sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Sa fille intelligente et prudente, avait été éblouie par l'argent et le statut, et quiconque ce Troy était, il avait utilisé cela contre elle. De retour dans son camion, Russell fixa son téléphone, les photos, le message moqueur. Mon père est le chef de la police. Il n'y avait qu'un seul chef de la police à Asheville, Clayton Stanley. Un homme qui occupait le poste depuis près de 12 ans. Russell ne l'avait jamais rencontré personnellement, mais il l'avait vu aux nouvelles, aux réunions du conseil municipal. Un grand homme aux cheveux argentés, toujours à parler de loi et d'ordre, et de garder la communauté en sécurité. Si son fils était Troy Stanley, Russell fit une recherche rapide sur son téléphone de Troy Stanley, 24 ans, une arrestation précédente pour agression dans un bar 3 ans plus tôt, qui avait été mystérieusement abandonnée, une autre mentionnée dans un journal du campus à propos d'une plainte au titre 9 qui n'avait mené nulle part. Les pièces se mettaient en place et chacune faisait couler le sang de Russell plus froid. Ce n'était pas aléatoire, c'était un schéma. Troy Stanley blessait des femmes et son père s'assurait qu'il n'en subisse jamais les conséquences. Mais envoyer ces photos, ce message, c'était de l'arrogance à un niveau que Russell avait rarement rencontré. Troy Stanley croyait vraiment qu'il était intouchable. Que Russell, un paysagiste de la classe ouvrière, ne pouvait rien lui faire, ni à lui ni à son père chef de la police. Russell resta assis dans son camion devant le dortoir de Sherry pendant 20 minutes, essayant de penser clairement à travers la rage qui menaçait de le consumer. La chose logique était de porter plainte, mais auprès de qui? Le chef de la police était le père du coupable. Il pouvait aller voir la police d'État, le FBI peut-être, mais cela prendrait du temps. Des preuves, des avocats, et Troy Stanley avait déjà démontré qu'il savait faire disparaître les problèmes. Combien de temps cela prendrait-il? Des semaines, des mois, des années? Et que se passerait-il pour Sherry entre-temps? Où était-elle même en ce moment? Il composa à nouveau son numéro, toujours rien. Les mains de Russell tremblaient encore, mais maintenant c'était différent. Pas de la panique, quelque chose de plus froid, plus concentré. Il pensa à sa tante Karen, qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans, mais qui lui envoyait une carte chaque Noël, toujours d'une ville différente. Toujours sans adresse de retour, Karen Cunningham, la sœur cadette de sa mère, qui avait quitté les États-Unis quand Russell avait 20 ans et n'était jamais revenu sous ce nom. Sa mère lui en avait raconté une partie avant de mourir. Quand la morphine la rendait loquace, comment Karen s'était impliquée avec les mauvaises personnes à Miami dans les années 80. Comment elle avait vu des choses, fait des choses et avait dû disparaître. Comment la femme qui appelait occasionnellement de numéros internationaux, parlant un espagnol parsemé d'anglais et demandant des nouvelles de la vie de Russell, était à la fois sa tante et quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de dangereux. Elle a fait des choix, avait murmuré sa mère, pas de bons choix. Mais elle a survécu, elle est forte. Russell. Nous venons de femmes fortes. Russell n'avait appelé ce numéro international que sa mère lui avait donné qu'une seule fois, quand Anna était morte, quand il se noyait dans le chagrin et ne savait pas comment continuer pour Sherry. Karen l'avait guidé, sa voix stable à travers les milliers de kilomètres. Tu le fais pour elle. C'est tout. Chaque jour, tu te lèves et tu le fais pour elle. C'est ça, l'amour. Il afficha le numéro maintenant. Il était enregistré dans son téléphone sous Tensé. Il ne l'avait jamais supprimé, bien qu'il ne l'ait jamais réutilisé non plus. Il sonna 4 fois, puis une voix de femme parlant espagnol. Si, tia Karen. C'est Russell. Une pause. Mijo, pourquoi m'appelles-tu? Son anglais était parfait, mais portait l'accent de quelqu'un qui avait passé des décennies à parler principalement espagnol. Est-ce que...
Quelque chose ne va pas. La voix de Russell se brisa. C'est Sherry. Il lui raconta tout. Les photos, le message texte. Troy Stanley, le chef de la police. Comment il ne pouvait pas trouver sa fille. Comment le système était truqué contre lui avant même qu'il commence. Quand il eut fini, il y eut un silence à l'autre bout. Russell pouvait entendre de la musique en fond, de la salsa, pensa-t-il, et le bruit distant de la circulation. À quel point les photos sont-elles graves? Demanda enfin Karen. Graves. Tia, je ne sais pas si elle est même... Il ne put finir la phrase. Envoie-les-moi et envoie-moi tout ce que tu sais sur le garçon et son père. Addresses. Numéro de téléphone. Où il travaille, où il mange, où il dorme. Tout. Je n'ai pas la plupart de ça encore. Je viens juste de... Alors obtiens-le. J'attendrai. Sa voix avait changé. Ce n'était plus sa tante. La femme qui lui avait appris à danser aux funérailles de sa mère, qu'il avait tenue pendant qu'il pleurait, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de dur, et Russell continue à chercher Sherry. Elle est vivante. Comment sais-tu? Parce que si elle ne l'était pas, ce Pandéjo ne t'aurait pas envoyé ses photos. Il veut que tu souffres. Ça veut dire qu'il la garde quelque part. Trouve-la, je m'occupe du reste. Russell passa les 3 heures suivantes à devenir quelqu'un qu'il n'avait jamais été. Il appela toutes les faveurs qu'il avait. Bobby connaissait un gars qui travaillait à la répartition au département de police, le genre civil, pas un flic, et obtint l'adresse de Troy Stanley, un condo au centre-ville d'Asheville, cher, définitivement payé par papa. Mitchell, un de ses clients qui enseignait à l'université, utilisa son accès facultaire pour obtenir l'emploi du temps de Troy et découvrit qu'il avait arrêté d'assister aux cours 3 jours plus tôt. 3 jours, le même moment où Sherry avait disparu. Il trouva l'adresse du chef Stanley via les registres publics, une grande maison dans le quartier chic de Biltmore Park. Marié, 2 fils. Troy était le cadet. Les mains de Russell se serrèrent autour de son téléphone tandis qu'il compilait tout dans un document et l'envoyait à Karen. Son téléphone sonna 30 secondes plus tard. « Il y en a plus ?» dit Karen sans préambule. « J'ai passé quelques appels. Ce Troy, il l'a fait avant. 2 fois que je peux confirmer, probablement plus. Les familles ont été payées. De grosses sommes, accord de non-divulgation. Le chef Stanley le protège depuis des années. Comment as-tu découvert ça en 30 minutes? Je connais des gens qui savent des choses. Mijo, c'est tout ce que tu as besoin de comprendre? Une pause. Maintenant, écoute attentivement. Tu vas continuer à chercher Sherry, vérifie les hôpitaux dans les comtés voisins. Il a peut-être l'emmené quelque part hors de la juridiction de son père, pensant qu'il est malin. Vérifie les cliniques d'urgence. Elle a besoin de soins médicaux pour ses blessures. Et s'il la garde, il l'a peut-être emmenée quelque part. Tu vas faire ça parce que tu es son père et c'est ce qui compte maintenant. Et toi, je vais passer quelques appels de plus. Puis je prends un avion. Sa voix baissa. Dis-moi une chose, Russell. Tu as dit un mot au début de cet appel, avant de me raconter l'histoire. Te souviens-tu de ce que c'était? Il s'en souvenait. Le premier mot sorti de sa bouche après s'être identifié, Venganza. Si, Venganza, vengeance. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Parce qu'une fois que je commence, il n'y a pas d'arrêt, pas de retour en arrière. Ces gens, le garçon et son père, ils ne perdront pas juste leurs emplois ou leur réputation. Comprends-tu ce que je te dis? Russell regarda son téléphone, les photos du visage battu de sa fille encore gravées sur l'écran. Je comprends, dit-il. Venganza. Bueno. Je serai là dans 2 jours, peut-être plus tôt. Garde ton téléphone allumé. La ligne se coupa. Russell resta assis dans son camion tandis que le soleil se couchait sur Asheville, peignant les montagnes en nuances d'orange et de rouge. Il avait 43 ans, il n'avait jamais enfreint une loi plus grave qu'un excès de vitesse. Il payait ses impôts, traitait les gens équitablement, construisait des choses au lieu de les détruire. Il avait enseigné à sa fille que le système fonctionnait si on travaillait dedans, que la justice existait si on était patient et honnête. Mais sa fille avait disparu, battue, peut-être mourante, et les gens responsables étaient protégés par le système même qui lui avait appris à faire confiance. Il démarra son camion et se rendit à la station de police la plus proche. Pas la principale au centre-ville où travaillait le chef Stanley, mais une sous-station plus petite à West Asheville. Il déposa un rapport de personnes disparues auprès d'un jeune officier qui semblait s'ennuyer jusqu'à ce que Russell mentionne le nom de Troy Stanley. Alors, l'expression de l'officier changea en quelque chose de prudent, neutre. « Laissez-moi appeler mon superviseur », dit-il. Le superviseur était un sergent dans la cinquantaine avec des yeux fatigués et un ventre débordant sur sa ceinture. Il lut le rapport de Russell,
regarda les photos que Russell insista pour lui montrer et serra la mâchoire. « Monsieur Collier, je vais être franc avec vous. Vous devez porter ça à la police d'État. Pourquoi ne pouvez-vous pas? Parce que ça implique la famille du chef. Ça crée un conflit. La police d'État a la juridiction pour des cas comme ça. Des cas comme quoi ma fille a disparu. Quelqu'un l'a battue presque à mort et m'a envoyé des photos en s'en vantant. » Les yeux du sergent papillotèrent vers la porte. Puis revinrent sur Russell. Il se pencha en avant et baissa la voix. « Je vous le dis, d'un père à un autre, allez à la police d'État ce soir. N'attendez pas. » Il hésita. « Gardez des copies de tout, pas juste sur votre téléphone, des copies physiques. » En plusieurs endroits, Russell comprit. Ce sergent savait quelque chose ou suspectait quelque chose sur Troy Stanley et son père, mais il était coincé dans un système où parler pouvait lui coûter sa carrière. Peut-être plus. « Merci », dit Russell calmement. Il se rendit au baraquement de la police d'État en dehors des limites de la ville, déposa le même rapport auprès d'un trooper qui semblait plus professionnel, moins conflictuel. Le trooper prit des notes détaillées, fit des copies des photos, assura à Russell qu'il suivrait immédiatement. « Monsieur Collier, je dois demander, avez-vous une raison de croire que votre fille ait pu partir volontairement, parfois dans des situations domestiques ? Quelqu'un m'a envoyé des photos d'elle battue, inconsciente, et m'a dit que le père de son agresseur est le chef de la police. Est-ce que ça sonne volontaire pour vous ?» Le trooper leva les mains. « Je dois demander. C'est la procédure. Nous ouvrirons une enquête immédiatement. Je ne peux pas promettre à quelle vitesse nous aurons des résultats. Mais trouvez-la juste. » La voix de Russell se brisa. « S'il vous plaît, trouvez juste ma fille. » En rentrant chez lui, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Code local. « Monsieur Collier ?» Une voix de femme, jeune, effrayée. « C'est Anna Chong. Je suis dans le groupe d'études de chimie de Sherry. Quelqu'un m'a dit que vous la cherchiez. Savez-vous où elle est ? » ?»« Non, mais j'ai vu quelque chose. Jeudi dernier, Sherry était sur le parking près du bâtiment des sciences, en train de se disputer avec ce gars, Troy. Il criait et il lui a attrapé le bras vraiment fort. J'ai presque été intervenir, mais ensuite ils sont montés dans sa voiture et sont partis. Je n'ai pas pensé, j'ai pensé que c'était peut-être juste des trucs de couple, vous savez ? Mais ensuite elle n'est pas venue au groupe d'études vendredi et elle vient toujours, et maintenant les gens disent qu'elle a disparu. Avez-vous dit ça à quelqu'un d'autre ? J'ai essayé de déposer un rapport à la police du campus vendredi quand elle n'est pas venue. Ils ont pris ma déclaration, mais ils ont dit que sans preuve de crime, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Et puis samedi, cet officier de police est venu à ma chambre de dortoir et m'a dit que je m'étais trompé, que je n'avais pas vraiment vu ce que je pensais avoir vu. Il était vraiment intense là-dessus. Il a dit que je pouvais avoir de gros ennuis pour faire de fausses déclarations. À quoi ressemblait cet officier ? Un gars plus âgé, gros, cheveux argentés, il avait des galons de sergent. Je ne connais pas vraiment les grades de police. Pas un sergent, Russell parierait de l'argent que c'était le chef Stanley lui-même en uniforme. Utilisant sa position pour intimider un témoin, « Anna, j'ai besoin que vous écriviez tout ce que vous avez vu et me l'envoyiez par email. Puis envoyez la même chose à la police d'État. Pouvez-vous faire ça ? J'ai peur. Cet officier, je sais, mais ma fille a besoin d'aide. Et vous pourriez être la seule personne qui a vu quelque chose ? S'il vous plaît. » Il y eut une longue pause. Puis, « D'accord, je l'enverrai ce soir. J'espère que Chérie va bien. Monsieur Collier. Elle est vraiment gentille. Elle ne mérite pas ce qui lui arrive. » Après avoir raccroché, Russell resta assis dans son allée, incapable de se résoudre à entrer dans sa maison vide, la maison où il avait élevé Sherry après la mort d'Anna, où ils avaient pris le petit déjeuner ensemble chaque matin jusqu'à ce qu'elle déménage dans les dortoirs, où sa chambre d'enfance contenait encore ses trophées du lycée et des photos de mère et fille que Russell ne pouvait se résoudre à ranger. Son téléphone vibra. Un texto de Karen. Trouver quelqu'un. Appel dans 1 heure. Russell attendit dans son camion, regardant les étoiles apparaître au-dessus des montagnes. Son téléphone sonna exactement 60 minutes plus tard. Il y a une cabane de chasse, dit Karen sans préambule, à 48 km à l'ouest d'Asheville, hors de la route 19. Appartient au frère du chef Stanley. J'ai quelqu'un qui la surveille maintenant. Il y a une BMW noire garée dehors. Le cœur de Russell battit la chamade. Est-elle ? Mon contact ne peut pas s'approcher assez pour voir à l'intérieur sans alerter qui que ce soit là-dedans. Mais la cabane a l'électricité et il y a des lumières allumées. Quelqu'un est là ? J'y vais ? Non ? Tu n'y vas pas ? La voix de Karen était dure. Tu vas attendre exactement où tu es. Dans 1 heure,
Une ambulance va recevoir un appel anonyme sur une femme blessée à cet endroit. Quand les paramédics arriveront, le bureau du shérif local sera notifié. Pas la police d'Asheville, le shérif du comté, tu vas laisser ça se dérouler. Mais et si? Fais-moi confiance. Mijo, si ta fille est dans cette cabane, elle sera trouvée et elle sera en sécurité. Mais si tu vas charger là-dedans, tu pourrais tout empirer. Troy Stanley est dangereux et il est désespéré. Laisse les professionnels s'en occuper. Russell voulait argumenter, chaque instinct lui hurlait de monter dans son camion, de conduire jusqu'à cette cabane et de la démonter à mains unies jusqu'à ce qu'il trouve Sherry. Mais Karen avait raison. Y aller seul, sans renfort, sans plan, c'est comme ça que les gens se font tuer. 1 heure, demanda-t-il, 1 heure, puis on bouge. Les 60 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Russell. Il fit les 100 pas dans sa cuisine, prépara du café qu'il ne but pas, vérifia son téléphone toutes les 30 secondes, à l'heure exacte. Il entendit des sirènes au loin, puis son téléphone sonna. Le trooper de la police d'État avec qui il avait déposé le rapport, « Monsieur Collier, nous avons localisé votre fille. Elle est vivante. Elle est transportée à l'hôpital Mission en ce moment. Elle est en mauvais état. Mais les paramédics disent qu'elle est stable. » Russell était dans son camion avant que le trooper n'ait fini de parler. Il fit le trajet jusqu'à l'hôpital dans un flou, se rappelant à peine de respirer. Quand il arriva aux urgences, le trooper était là à attendre avec un autre officier. Celui-ci portait un uniforme de shérif du comté. « Monsieur Collier, je suis le shérif Bill Hart du comté de Madison. Votre fille a été trouvée dans une cabane dans ma juridiction. Elle est traitée pour de multiples blessures, mais elle est consciente. Et elle a demandé après, vous, avant que vous entriez, je dois vous dire quelque chose ?» Russell l'entendit à peine. Il était concentré sur la porte menant à la zone de traitement où était Sherry. « Monsieur Collier, s'il vous plaît, écoutez, quand nous sommes arrivés à cette cabane, en réponse à un appel anonyme, Troy Stanley était là, il a tenté de fuir. Pendant l'arrestation, il est devenu violent et a dû être maîtrisé. Il est en détention maintenant dans un hôpital sous garde. Mais je me fiche de lui. J'ai besoin de voir ma fille. » Le shérif Hart hocha la tête. « Allez-y. Mais monsieur Collier, vous devriez savoir que cette affaire est grosse. Vraiment grosse, et ça va devenir compliqué. Le fils du chef de la police d'Asheville pour enlèvement et agression, les médias vont être partout là-dessus. Et le chef Stanley, il passe déjà des appels pour essayer de contrôler le récit. Vous devez être préparé à ça. » Russell poussa les portes. Sherry était dans une zone séparée par un rideau, branché à des moniteurs et une perfusion dans le bras. Son visage était encore pire en personne que sur les photos. Enflé, meurtri, un œil complètement fermé, mais elle était vivante. Elle respirait, elle le vit et commença à pleurer. « Papa !» murmura-t-elle à travers sa lèvre fendue. Russell la serra aussi délicatement qu'il le pouvait, la sentant trembler contre lui. « Je te tiens, ma chérie, je te tiens. Tu es en sécurité maintenant ?» Il n'arrêtait pas de le répéter, il n'arrêtait pas de dire que personne ne me croirait, que son père me ferait disparaître si je disais quoi que ce soit, que je devrais me sentir chanceuse qu'il n'ait pas... Chut, tu n'as pas à en parler maintenant. Je dois, avant qu'il me fasse oublier, avant que son père... Elle s'agitait, son moniteur cardiaque bipant plus vite. Une infirmière apparut. « Monsieur, elle doit rester calme, sa tension artérielle, je ne la quitte pas. » L'infirmière regarda le visage de Sherry, les bleus et les coupures, et son expression s'adoucit. « D'accord, mais essayez de la garder calme. Elle a subi assez de traumatismes. » Au cours de l'heure suivante, pendant que les médecins examinaient Sherry et documentaient ses blessures, Russell apprit ce qui s'était passé. Troy Stanley avait été charmant au début quand ils avaient dû commencer à sortir ensemble 6 semaines plus tôt. Attentionné, généreux, toujours à lui acheter des cadeaux, mais ensuite il avait commencé à devenir possessif, exigeant de savoir où elle était, avec qui, quand elle avait essayé de rompre jeudi dernier, il avait perdu le contrôle. L'avait attrapée sur le parking exactement comme Anna l'avait vue. L'avait forcée dans sa voiture, l'avait conduite à la cabane. « Il m'a gardé là » murmura Sherry. Il disait qu'il me donnait une leçon, que j'avais besoin d'apprendre le respect. Il me frappait, et ensuite il s'excusait et disait que c'était ma faute de l'avoir mis en colère. Puis il recommençait, les mains de Russell tremblaient. Il agrippa le rail du lit pour les stabiliser. Lundi, il a pris des photos avec mon téléphone et te les a envoyées. Il en riait, disait qu'il n'y avait rien que tu pouvais faire. Rien que quiconque pouvait faire. Son père était le chef de la police. Il était intouchable. Les bons yeux de Sherry se fixèrent sur Russell. « Mais tu m'as trouvé... Papa ? Comment ?»
Il disait que personne ne regarderait dans le comté de Madison. « Quelqu'un m'a aidé », dit Russell prudemment. « Quelqu'un qui sait trouver les gens ». C'était tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pouvait dire. La police d'État prit la déclaration de Sherry le lendemain matin. À ce moment-là, la nouvelle avait éclaté. Les médias locaux diffusaient des histoires sur le fils du chef de la police arrêté pour enlèvement et agression. Le chef Clayton Stanley tint une conférence de presse affirmant que son fils était innocent, que c'était un malentendu, que la fille, il ne pouvait même pas dire le nom de Sherry, était mentalement instable et faisait de fausses accusations. Russell regarda la conférence de presse depuis la chambre d'hôpital de Sherry, la mâchoire serrée. Stanley semblait confiant, autoritaire. Il parla de ses décennies de service, de comment sa famille était persécutée. Il avait le maire à ses côtés, hochant la tête. « Il ment » dit Sherry depuis son lit. « Tout le monde va le croire. »« Non » dit Russell calmement. « Ils ne le feront pas, parce que Karen l'avait appelé ce matin-là. « Reste avec ta fille » avait-elle dit. « Ne quitte pas l'hôpital. Tu vas vouloir un alibi pour les prochaines 48 heures ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que tu m'as demandé de faire ? Venganza. » La première fissure apparut cet après-midi-là. Un coursier livra un paquet au département de police d'Asheville. Pas au bureau du chef Stanley, mais à la division des affaires internes. À l'intérieur, une clé USB contenant des années de documentation. Pot de vin à des témoins, falsification de preuves dans des affaires impliquant Troy Stanley. Relevé bancaire montrant de gros retraits en espèces des comptes du chef Stanley correspondant aux dates de règlement avec les victimes précédentes de Troy. Quelqu'un, Russell n'apprit jamais qui, avait gardé des dossiers, quelqu'un à l'intérieur du département qui en avait marre de voir Stanley abuser de son pouvoir. Les affaires internes ne pouvaient pas l'ignorer. Le soir, le chef Stanley fut suspendu en attendant l'enquête, mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, 2 des victimes précédentes de Troy se manifestèrent, leurs accords de non-divulgation mystérieusement annulés par des technicalités légales. Elles tinrent leur propre conférence de presse, racontant des histoires qui reflétaient celles de Sherry. Les médias, qui avaient été prudemment neutres, se retournèrent. La maison du chef Stanley fut entourée de reporters. Le maire publia un communiqué disant qu'il était profondément préoccupé par les allégations. Russell resta à l'hôpital, veillant sur Sherry pendant qu'elle guérissait. Bobby géra l'entreprise pour lui. Des amis apportèrent de la nourriture. La police d'État l'assura que Troy Stanley n'irait nulle part. Il était détenu sans caution pour enlèvement et d'autres charges étaient ajoutées quotidiennement. Le 3e jour, le chef Stanley démissionna. Le communiqué de presse citait des raisons personnelles et un désir de se concentrer sur les affaires familiales, mais tout le monde connaissait la vérité. L'enquête sur sa conduite avait révélé trop de choses. Il faisait probablement face à des accusations lui-même. Obstruction à la justice, falsification de preuves, peut-être complice après coup des crimes de son fils. Russell regarda les nouvelles avec une satisfaction sombre, mais il savait que ce n'était pas la fin. Karen avait dit Venganza et elle le pensait. Le 4e jour, Troy Stanley disparut. Cela se produisit pendant un transfert entre la prison du comté et le tribunal. Le van de transport fut trouvé abandonné sur une route rurale. Les 2 gardes inconscients mais indemnes, ils rapportèrent que des hommes armés, portant des masques, avaient arrêté le véhicule, les avaient neutralisés avec une sorte de gaz, et quand ils se réveillèrent, Troy Stanley avait disparu, une chasse à l'homme massive commença. Le FBI s'impliqua, le chef Stanley, n'étant plus en position d'autorité, alla sur toutes les chaînes de nouvelles qu'il acceptait, plaidant pour le retour sain et sauf de son fils. « Si vous l'avez, s'il vous plaît », supplia Stanley, les larmes coulant sur son visage. « C'est mon fils, quoi qu'il ait fait, laissez les tribunaux s'en occuper. S'il vous plaît. » Russell regarda depuis la chambre d'hôpital de Sherry. Elle était plus forte maintenant, capable de s'asseoir, de manger solide. Le médecin dit qu'elle aurait besoin d'une chirurgie sur l'os orbital et qu'il y aurait des cicatrices. Mais elle récupérerait physiquement au moins. « Tu penses qu'ils le trouveront ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Russell honnêtement. Son téléphone vibra. « Un texto de Karen. » « C'est fait. Il a payé pour ce qu'il a fait. Tu n'entendras pas de moi pendant longtemps. Prends soin de ta fille. Dis-lui qu'elle est plus forte qu'elle ne le sait. » Russell effaça le texto. Les jours devinrent des semaines. Troy Stanley resta disparu. L'enquête du FBI n'aboutit nulle part. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. Le chef Stanley, face à de multiples accusations criminelles, eut une dépression et fut hospitalisé. Sa femme demanda le divorce. Son fils aîné, qui apparemment connaissait le comportement de Troy, mais ne l'avait jamais signalé, perdit son emploi. La famille Stanley,
qui avait semblé si puissante et intouchable juste un mois plus tôt, était détruite. Sherry rentra à la maison après 2 semaines à l'hôpital. Russell avait converti le bureau du rez-de-chaussée en chambre pour elle afin qu'elle n'ait pas à gérer les escaliers. Il prit un congé de travail pour s'occuper d'elle. Il ne parlait pas de Troy ou de ce qui s'était passé dans la cabane sauf si elle le voulait. Principalement, ils existaient ensemble, regardant des films, mangeant des repas, commençant lentement à guérir. Un soir, environ 6 semaines après que tout avait commencé, Sherry posa la question qui l'attendait. « Papa, comment as-tu su où me trouver ?» La police a dit que c'était un tuyau anonyme. Mais ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un saurait au hasard que j'étais dans cette cabane ? Russell réfléchit soigneusement à sa réponse. « J'ai de la famille dont tu ne sais pas grand-chose. Des gens qui ont certaines compétences. Quand j'ai réalisé que la police n'allait pas aider, j'ai appelé une faveur. Tante Karen ?» La voix de Sherry était calme. Maman la mentionnait parfois. Elle disait que tante Karen était dangereuse. Ta maman avait raison. Est-ce que tante Karen a quelque chose à voir avec la disparition de Troy ? Russell regarda sa fille brave, intelligente, abîmée qui avait survécu à quelque chose qui aurait brisé d'autres personnes. Elle méritait l'honnêteté. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Troy Stanley, dit-il prudemment. Mais je sais que quand tu blesses quelqu'un que j'aime, quand tu menaces d'utiliser le pouvoir et le privilège pour échapper à la justice, il y a des gens dans ce monde qui n'acceptent pas ça. Des gens qui croient en un autre genre de justice. Sherry resta silencieuse longtemps. « Bien ?» dit-elle enfin. Il méritait ce qu'il a eu. Russell la serra contre lui. « Tu es plus forte que tu ne le sais. Ma petite, j'ai appris de toi et des racines profondes. » Ils restèrent assis ensemble tandis que l'obscurité tombait sur Asheville, sur les montagnes, sur un monde qui était parfois brutal et injuste, mais où occasionnellement, les bonnes personnes s'assuraient qu'il y ait un équilibre. Les mois passèrent, l'enquête sur la disparition de Troy Stanley finit par s'essouffler. Le chef Stanley plaida coupable à de multiples accusations et fut condamné à 8 ans de prison. Sa femme et son fils restant déménagèrent hors de l'État. Les victimes que Troy avait blessées, Sherry et les 2 femmes qui s'étaient manifestées, commencèrent un groupe de soutien et poussèrent pour une meilleure application du titre 9 à l'université. Sherry guérit progressivement. Les cicatrices physiques s'estompèrent, plus que les émotionnelles, mais elle recevait de l'aide, voyait un thérapeute, apprenait à faire confiance à nouveau. Elle changea sa majeure en justice criminelle. « Quelqu'un doit réparer le système », dit-elle à Russell. « Autant que ce soit moi », Russell reprit le travail, sa vie normale d'aménagement paysager et de plantation d'arbres. Mais il garda le numéro de Karen dans son téléphone, et chaque Noël il recevait une carte d'une ville différente sans adresse de retour. Et parfois, tard la nuit, il regardait des photos de Sherry, de nouvelles photos, où elle souriait sincèrement, où ses yeux portèrent de la force au lieu de la peur. Et il pensait à la justice, et à la venganza, et aux longueurs qu'un père irait pour protéger son enfant. Des racines profondes, lui avait-il enseigné. Parfois ces racines atteignaient des endroits sombres, mais elles vous gardaient debout quand les tempêtes venaient. Et quand les tempêtes passaient, vous grandissiez vers la lumière. Par un frais matin de printemps, presque 1 an après que tout avait commencé, Russell travaillait dans le jardin d'un client, quand son téléphone sonna. Numéro international inconnu. « Hola. »« Mio » la voix de Karen, chaude et familière. « Comment va-t-elle ?»« Forte. »« En guérison. Elle va s'en sortir. »« Bueno ?» Je savais qu'elle le ferait. « C'est ta fille ?» Une pause. « Et toi ? Comment vas-tu ?» Russell regarda autour de lui le jardin. Il plantait des azalées et des rhododendrons, des plantes indigènes qui fleuriraient pendant des années, construisant quelque chose de beau, comme il l'avait toujours fait. « Je vais bien ?» dit-il. « Mieux que bien. »« Merci. Tia. » Pour tout. « De nada. » C'est ce que fait la famille. On se protège mutuellement. Une autre pause. « Russell, je dois te dire quelque chose sur ce qui s'est passé. Tu n'as pas à le faire. Si, je dois... Parce qu'un jour, Sherry pourrait demander « Et tu devrais savoir quoi lui dire ?» La voix de Karen était stable. Factuelle. « Troy Stanley est vivant. Il est dans un endroit où il ne peut plus blesser personne. Où l'argent et le pouvoir de son père ne signifient rien. Où il doit travailler pour sa nourriture. Où il a peur tous les jours. Où il sait ce que c'est d'être impuissant. Ce n'est pas joli et ce n'est pas gentil. Mais c'est une justice d'une sorte. » Russell absorba cela. Pas mort, mais parti définitivement dans un endroit pire que la mort. Et son père ? Le chef Stanley passera des années en prison à penser à son fils, se demandant s'il est vivant, ce qui lui est arrivé, sans jamais obtenir de réponse. C'est sa punition.
l'incertitude et la perte. La même chose qu'il a fait subir aux familles de ses filles, c'est, Russell chercha ses mots, c'est suffisant, si, venganza ne signifie pas toujours la mort, micho, parfois ça signifie vivre avec ce que tu as fait, vivre avec les conséquences. La voix de Karen s'adoucit, dis à Chérie que je suis fier d'elle. Dis-lui que la force n'est pas de ne jamais être blessé. C'est de survivre à la blessure et de refuser de la laisser te détruire. Je le ferai. Adios. Russell, prends soin de cette belle fille et peut-être plante un arbre pour moi. Quelque chose avec des racines profondes. La ligne se coupa. Russell regarda son téléphone un moment, puis le remit dans sa poche. Il s'agenouilla dans la terre, ses mains travaillant le sol, plantant quelque chose qui grandirait et perdurerait longtemps après son départ. Des racines profondes, pensa-t-il, c'est ce qui vous gardait fort, c'est ce qui vous sauvait quand tout le reste s'effondrait. Et parfois, quand vous aviez de la chance, ces racines vous connectaient à des gens qui remueraient ciel et terre pour vous protéger, qui traverseraient des frontières internationales et appelleraient des faveurs vieilles de décennies et orchestreraient des choses impossibles. Parce que la famille signifiait tout. Russell planta la dernière azalée, tassa les saules, et se leva. Son dos lui faisait mal, il ne rajeunissait pas, mais c'était une bonne douleur. La douleur d'un travail honnête, de construire quelque chose de significatif. Il pensa à Chérie, probablement en cours maintenant, apprenant sur la loi et la justice et comment améliorer les systèmes. Il pensa au chef Stanley dans sa cellule de prison, se demandant ce qui était arrivé à son fils. Il pensa à Troy Stanley où qu'il soit, comprenant enfin ce que signifiait être impuissant et effrayé. Et il pensa à Karen, qui avait abandonné son nom et son pays et construit une vie différente dans les ombres, mais qui avait répondu présente quand sa famille avait eu besoin d'elle le plus. La justice était compliquée, elle n'était pas toujours propre ou légale ou facile. Mais parfois, elle était nécessaire, parfois c'était la seule façon de remettre les choses d'aplomb. Russell rentra chez lui au coucher du soleil, prêt à appeler Chérie, prêt à entendre parler de sa journée, prêt à lui rappeler qu'elle était aimée et protégée et que ses racines étaient assez profondes pour résister à n'importe quelle tempête. Parce que c'est ce que faisait la famille, c'est ce que faisaient les pères. Et si le monde n'était pas juste, si des gens puissants essayaient d'utiliser leurs privilèges pour blesser les innocents, eh bien, il y avait des gens comme Karen qui s'assuraient que les balances s'équilibrent éventuellement. Venganza, pensa Russell en entrant dans son allée, pas juste la vengeance, la justice. L'équilibre, la protection, les choses qui comptaient le plus. Il entra pour appeler sa fille et lui dire qu'il l'aimait et qu'elle allait s'en sortir. Et elle le fit. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai